Je n'ai jamais pensé qu'un jour je raconterais cette histoire. Mais après tout ce qui s'est passé, je sens que je dois partager ce que j'ai vécu. Peut-être qu'en le racontant, je pourrais alléger un peu le fardeau. Tout a commencé lorsque j'ai été admis à l'hôpital psychiatrique Sainte-Isabelle de Reims, en France. Moi, Jean, je traversais une période difficile de ma vie. Le stress du travail et des problèmes personnels m'avaient conduit à une dépression nerveuse. Mes amis et ma famille m'ont poussé à chercher de l'aide, et c'est ainsi que je me suis retrouvé là. Dès le début, quelque chose m'a semblé étrange dans cet endroit. Il n'y avait pas que la vieille architecture et les couloirs faiblement éclairés. Il y avait un sentiment constant d'oppression dans l'air. Les premiers jours ont été relativement calmes, bien que déstabilisants. La routine était très stricte et je passais le plus clair de mon temps à essayer de me ressaisir. C'est alors que j'ai rencontré l'infirmière Marianne et le docteur Albert, le psychiatre en charge de mon dossier. Marianne était une femme gentille, avec des yeux qui semblaient toujours pleins d'inquiétude. Dès le début, elle m'a traité avec beaucoup de soin et d'attention, ce qui m'a permis de me sentir un peu plus en sécurité dans cet environnement. Le docteur Albert, en revanche, était un homme peu loquace et à l'expression froide. Il semblait toujours analyser tout ce qui l'entourait et je n'arrivais pas à savoir s'il était digne de confiance ou non. Au cours des premières nuits, j'ai commencé à entendre des cris provenant d'autres chambres ou peut-être des couloirs. Ils résonnaient dans le silence des premières heures, faisant s'emballer mon cœur. Lorsque j'en ai parlé à Marianne, elle m'a demandé de ne pas y prêter attention et de me reposer. Elle m'a dit que cela pouvait être le résultat de mon propre état de faiblesse. Mais plus le temps passait, plus j'étais sûr qu'il se passait quelque chose de terrible là-bas. Une nuit, alors que j'essayais de dormir, j'ai vu des ombres se déplacer dans le couloir à travers une fissure de la porte de ma chambre. Elles étaient rapides et presque imperceptibles, mais elles étaient là. J'en ai parlé à Marianne le lendemain et elle est devenue visiblement tendue. Elle m'a demandé de ne pas faire confiance au docteur Albert sans m'expliquer pourquoi. Son avertissement n'a fait qu'accroître mon malaise. Les cauchemars ont commencé peu après. Je rêvais de couloirs interminables, remplis de portes ouvrant sur des salles de torture et des expériences grotesques. Je me réveillais en sueur froide, le cœur battant la chamade, sans savoir si c'était un rêve ou une prémonition de ce qui allait arriver. Chaque jour, la frontière entre la réalité et l'illusion devenait plus mince. Puis vint le jour de ma première séance de traitement expérimental. On m'a emmené dans une pièce du sous-sol où je n'étais jamais allé auparavant. Le docteur Albert était là, prêt à m'administrer une substance qui, selon lui, faisait partie de mon traitement. Marianne m'accompagnait mais semblait encore plus inquiète qu'avant. Je n'avais pas réalisé que cette séance serait le début de mon véritable cauchemar. Cette nuit-là, après la première séance, les cris semblaient encore plus forts. J'étais dans ma chambre, essayant d'oublier ce qui s'était passé dans la salle de soins, quand j'ai entendu à nouveau ces sons terrifiants. Les cris résonnaient dans les couloirs, mêlés à des pleurs et des murmures. J'ai fermé les yeux et couvert ma tête avec l'oreiller, en essayant de bloquer le son, mais c'était impossible. Le lendemain, j'ai interrogé certains patients sur les cris, mais ils semblaient tous effrayés et refusaient de parler. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux avaient des cernes profonds sous les yeux et un regard vide, comme s'ils étaient morts à l'intérieur. Cela m'a encore plus inquiété. Puis, une nuit, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. À travers la petite fenêtre de la porte de ma chambre, j'ai vu des ombres se déplacer dans le couloir. Elles étaient rapides et semblaient glisser sur le sol, presque comme si elles faisaient partie du bâtiment lui-même. Je suis resté immobile, essayant de comprendre si c'était réel ou si c'était juste une autre hallucination causée par le traitement. Mais je ne pouvais pas nier ce que j'avais vu. Marianne n'a cessé de me mettre en garde contre le docteur Albert.
Au cours d'une conversation rapide, elle m'a dit de ne pas lui faire confiance du tout. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une véritable peur que je ne pouvais pas ignorer. Cela n'a fait qu'accroître mon anxiété. Que se passait-il dans cet endroit? Pourquoi semblait-elle si désespérée? Les cauchemars ont commencé à s'aggraver. Je rêvais de couloirs d'hôpitaux, mais ils étaient différents, déformés. Les portes qui menaient autrefois à des chambres ordinaires s'ouvraient maintenant sur des scènes de torture et de souffrance. Je voyais des patients soumis à d'horribles expériences, hurlant de douleur sous le regard impassible du docteur Albert. Je me réveillais avec des sueurs froides, avec le sentiment de ne plus être en sécurité, même dans mes rêves. C'est au cours d'une de ces nuits cauchemardesques que j'ai trouvé un journal intime caché dans un tiroir de ma chambre. C'était un vieux cahier, dont les pages étaient jaunies par le temps. En l'ouvrant, j'ai réalisé qu'il appartenait à un ancien patient. Il détaillait ses expériences à l'hôpital, parlait des traitements douloureux et des choses qu'il avait vues. L'histoire semblait incroyablement familière à mes propres cauchemars. Au fil des pages, mon appréhension grandit. Le patient décrivait des expériences cruelles au cours desquelles le docteur Albert et d'autres médecins tentaient de manipuler l'esprit et le corps des patients de manière inimaginable. Il y avait des mentions de disparition de patients qui venaient pour des séances et qu'on ne revoyait plus jamais. Chaque mot semblait confirmer mes plus grandes craintes. J'étais piégé dans un endroit où des choses horribles se produisaient, et le pire, c'est que je ne savais pas à qui faire confiance. Marianne était ma seule alliée, mais même elle semblait craindre pour sa propre vie. La réalité se transformait en un cauchemar sans fin, et je n'avais aucune idée de la façon de me sortir de cette situation. La première séance de traitement expérimental a été une étape sombre de mon séjour à l'hôpital. On m'a ramené dans la salle du sous-sol, celle-là même où j'avais eu la séance précédente. Le docteur Albert était là, le regard froid et impassible. Marianne était à ses côtés, visiblement tendue. Le docteur Albert m'a expliqué que la substance qu'il allait m'administrer faisait partie d'une thérapie expérimentale. J'étais nerveux, mais j'ai essayé de me convaincre que c'était pour mon bien. Lorsque la substance a pénétré dans mon corps, j'ai ressenti une brûlure intense qui s'est propagée dans mes membres. La pièce s'est mise à tourner et les murs ont semblé bouger. Les hallucinations ont commencé presque immédiatement. J'ai vu des ombres danser sur les murs, des visages déformés émerger du sol, et j'ai senti une présence glacée autour de moi. Les visions étaient si vives que je ne pouvais pas dire ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. J'ai entendu des voix murmurer des choses que je ne pouvais pas comprendre, et un sentiment de terreur absolue m'a envahi. Alors que j'étais plongé dans ces hallucinations, j'ai commencé à voir des scènes de patients mutilés. Ils étaient attachés à des tables d'opération, leurs visages se contorsionnaient de douleur. Les visions étaient horribles et je ressentais chaque coupure et chaque cri comme s'ils étaient réels. Les images se mélangeaient et je ne savais plus si je rêvais ou si j'étais éveillé. Lorsque la séance s'est enfin terminée, j'étais épuisé, tant physiquement que mentalement. Le docteur Albert semblait satisfait des résultats, mais Marianne ne pouvait pas cacher son inquiétude. Elle m'a aidé à regagner ma chambre et à essayer de me calmer en me disant que je devais me reposer. Mais comment pourrais-je me reposer après ce que j'avais vu? Ce soir-là, alors que j'essayais de tout assimiler, j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Je ne pouvais pas continuer à suivre ces séances sans comprendre ce qui se passait vraiment. J'ai décidé d'approfondir mes recherches en commençant par le journal que j'avais trouvé. Peut-être y trouverais-je plus de réponses. Chaque page du journal révélait de nouvelles horreurs. L'ancien patient a décrit des expériences horribles, dont beaucoup ont entraîné la mort ou pire. Il y avait des descriptions de rituels et de pratiques qui semblaient tout droit sortis d'un cauchemar. Et le plus troublant, de nombreux patients ayant subi ces traitements n'ont jamais été revus. Il était clair que je devais quitter cet endroit.
mais chaque jour qui passait semblait réduire mes chances d'évasion. Marianne, se rendant compte de mon désespoir, a commencé à m'aider plus activement. Elle partageait des informations chaque fois qu'elle le pouvait, même si elle avait constamment peur d'être découverte. Nos conversations étaient rapides et pleines de secrets, mais petit à petit, je reconstituais un horrible puzzle. La terreur psychologique à laquelle j'étais soumise me détruisait lentement. Chaque séance, chaque vision, chaque cri entendu au milieu de la nuit contribuait à mon état de paranoïa. Je savais que je devais trouver un moyen de sortir de là avant qu'il ne soit trop tard, mais chaque pas vers la vérité semblait m'entraîner plus profondément dans l'abîme d'horreur qu'était l'hôpital Sainte-Isabelle. Alors que mon esprit luttait pour se maintenir, j'ai continué à explorer l'hôpital. Une nuit, alors que tout le monde semblait dormir, j'ai quitté ma chambre et j'ai commencé à enquêter dans les couloirs. L'atmosphère était lourde et le silence oppressant. Mes mains tremblaient, mais j'avais besoin de comprendre ce qui se passait là-bas. Au cours de cette recherche, j'ai trouvé un journal intime caché sur une étagère dans un débarras. C'était un cahier comme les autres, avec les mêmes pages jaunies par le temps. L'ancien propriétaire y avait consigné tous les détails de son séjour, et ce que j'ai lu m'a glacé le sang. Il décrivait des expériences qui défiaient l'éthique et la morale, menées avec une froideur qui ne pouvait appartenir qu'à quelqu'un de profondément dérangé. Les notes parlent de patients qui ont tout simplement disparu, emmenés pour des séances de traitement dont ils ne sont jamais revenus. L'auteur du journal a rapporté avoir vu des corps être enlevés pendant la nuit et que les cris que j'ai entendus n'étaient qu'une partie de l'horreur qui se déroulait entre ces murs. Ce qui m'a le plus terrifié, c'est de trouver une quelconque mention du docteur Albert, qui semblait être le principal responsable de ces expériences macabres. Déterminé à en savoir plus, j'ai commencé à fouiller les archives de l'hôpital. J'espérais trouver des preuves que je pourrais utiliser pour confronter le docteur Albert ou pour convaincre les autorités d'enquêter sur ce qui se passait là-bas. Ce que j'ai trouvé était encore pire que ce que j'avais imaginé. Les dossiers contenaient des fiches de traitement détaillant des méthodes qui semblaient tout droit sorties d'un film d'horreur. Chaque dossier en révélait un peu plus sur la nature des expériences. Elles impliquaient une manipulation mentale, physique et même spirituelle des patients. Il semble que le docteur Albert et ses collègues aient essayé de transcender les frontières de la science et de la médecine en pénétrant dans un territoire surnaturel. Il était question de rituels anciens et de substances qui ne devraient pas exister dans le monde moderne. Mes recherches m'ont conduit à une découverte encore plus troublante. De nombreux patients répertoriés dans les archives avaient tout simplement disparu des dossiers, comme s'ils n'avaient jamais existé. Je savais que cela signifiait qu'ils avaient été éliminés ou soumis à quelque chose de si horrible qu'ils devaient être effacés de l'histoire de l'hôpital. En lisant, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Moi qu'aussi j'étais surveillé, l'hôpital était truffé de caméras et j'étais sûr que quelqu'un savait que j'enquêtais. Les ombres dans les couloirs n'étaient pas le fruit de mon imagination. Quelque chose ou quelqu'un m'observait, attendant le bon moment pour agir. Marianne, se rendant compte de ma paranoïa grandissante, a commencé à partager plus de détails. Elle a confirmé mes soupçons. Les patients disparus ont été utilisés pour des expériences interdites, et beaucoup d'entre eux sont morts de façon atroce. Chaque conversation avec elle était un mélange de soulagement et de désespoir. J'avais une alliée, mais je savais aussi que le temps nous manquait. Le journal, les dossiers et les avertissements de Marianne formaient une image claire de l'horreur qu'était l'hôpital Sainte-Isabelle. Je devais trouver un moyen de sortir de là avant d'être le prochain nom rayé du registre. Mais comment pouvais-je m'échapper d'un endroit où chaque ombre semblait vivante et où chaque porte cachait un secret mortel? Après tout ce que j'ai découvert, j'étais encore plus déterminé à sortir de cet hôpital. Mais les choses ont empiré. Le docteur Albert a augmenté la fréquence de ses séances de traitement, et chacune était plus terrible que la précédente.
C'était comme s'il savait que j'étais sur le point de percer ses secrets et qu'il voulait me briser avant que je ne puisse faire quoi que ce soit. Au cours de ces séances, j'ai commencé à perdre pied avec la réalité. Les hallucinations sont devenues constantes et ne se limitaient plus aux séances. Je voyais des choses terrifiantes, même lorsque j'étais éveillé. Comme les esprits de patients morts qui me suivaient dans les couloirs en murmurant des mots de désespoir et de douleur. Je ne pouvais plus faire la distinction entre ce qui était réel et ce qui était le résultat des expériences. Un jour, après une séance particulièrement brutale, je me suis rendu dans la salle des équipements où je n'étais jamais allé auparavant. C'est Marianne qui m'a montré le chemin, même si je connaissais les risques que je prenais. À l'intérieur, j'ai vu des choses qui défiaient toute ma compréhension de la science et de la médecine. Il y avait des machines qui semblaient tout droit sorties d'un cauchemar, conçues pour infliger de la douleur et manipuler l'esprit de façon inimaginable. J'ai découvert que les expériences ne visaient pas seulement à étudier l'esprit humain. Le docteur Albert essayait de réanimer les morts. Il y avait des notes et des diagrammes détaillant les procédures pour ramener à la vie ceux qui étaient morts entre ses mains. Et il ne s'agissait pas seulement de ranimer les corps, mais aussi de les contrôler, de les transformer en quelque chose de plus qu'humain. J'ai commencé à comprendre que les esprits que je voyais n'étaient pas des hallucinations. Il s'agissait des patients qui étaient morts au cours de ces expériences macabres. Ils étaient coincés entre le monde des vivants et celui des morts, torturés par les tentatives de manipulation du docteur Albert. Les visions de mutilation et de douleur que j'avais étaient par les souvenirs de ces âmes tourmentées qui essayaient de me montrer l'horreur qu'elles avaient vécue. Marianne était de plus en plus désespérée. Elle savait que notre fenêtre d'opportunité pour nous échapper se refermait rapidement. Chaque jour, la présence du docteur Albert devenait plus oppressante, comme s'il pouvait sentir notre résistance. Les ombres dans les couloirs, qui semblaient auparavant de simples rêveries de mon esprit troublé, avaient maintenant des formes plus définies, et leur regard vide me suivait où que j'aille. Je savais que je devais faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Chaque séance de traitement me laissait plus faible et plus proche de la folie complète. Les voix des esprits des patients décédés devenaient plus fortes et plus désespérées, comme s'ils savaient que j'essayais de les aider, mais que mon temps était compté. La réalité s'écroulait autour de moi et je n'étais plus sûr de pouvoir échapper à ce cauchemar. Mais une chose était sûre, je devais essayer. Si ce n'est pas pour moi, alors pour ceux qui sont morts dans cet endroit, dont les âmes ne trouveraient jamais la paix, tant que les expériences du docteur Albert se poursuivraient. Ma santé mentale et ma vie étaient en jeu, et chaque décision que je prenais pouvait être la dernière. Marianne et moi savions que nous devions agir vite. Chaque jour à l'hôpital Sainte-Isabelle devenait plus dangereux, et notre marge de manœuvre pour nous échapper se réduisait. Marianne risquait tout pour m'aider. Elle a commencé à nous transmettre plus d'informations, des détails qui pouvaient nous aider à mieux comprendre ce qui se passait et, avec un peu de chance, à trouver une issue. Elle m'a montré une cachette où elle gardait des documents qu'elle avait obtenus au fil des ans. Il s'agissait de dossiers médicaux détaillant les expériences surnaturelles menées par le docteur Albert et son équipe. En feuilletant les papiers, j'ai ressenti un mélange d'horreur et de fascination. Chaque ligne était la preuve de la folie et de la cruauté des médecins. Les expériences impliquaient non seulement des manipulations mentales et physiques, mais aussi des rituels qui semblaient plus proches de la magie noire que de la science. Marianne et moi avons passé des nuits entières à examiner les dossiers. Nous avons découvert que le docteur Albert essayait de réanimer les morts depuis des années en utilisant des techniques qui défiaient toute explication rationnelle. Il pensait pouvoir créer une armée de morts vivants, contrôlée par sa volonté. De nombreux patients ayant subi ces expériences ont fini par mourir et leurs esprits errent désormais dans l'hôpital, coincés entre la vie et la mort.
C'est alors que Marianne a fait une révélation choquante. Elle m'a dit que le docteur Albert était mort depuis des années. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une autre hallucination, mais elle m'a montré un vieux dossier de l'hôpital prouvant qu'il était mort mystérieusement au cours d'une de ses expériences. Ce qui contrôlait l'hôpital maintenant, ce n'était pas le docteur Albert vivant, mais quelque chose de beaucoup plus sinistre. Les esprits des patients décédés commençaient à apparaître plus fréquemment. Il ne s'agissait plus de simples visions passagères, mais d'une présence presque tangible. Je pouvais sentir le froid qui émanait d'eux, entendre leur chuchotement plus clairement. J'avais l'impression qu'ils essayaient de nous guider, de nous montrer quelque chose qui pourrait nous aider à nous échapper. Une nuit, au cours d'une de nos recherches pour obtenir plus d'informations, nous avons trouvé une pièce secrète. C'était un laboratoire caché, plein d'équipements étranges et de symboles anciens dessinés sur les murs. Nous y avons vu des preuves des rituels que le docteur Albert et ses assistants pratiquaient. Il y avait des fioles contenant des substances inconnues et des instruments qui semblaient plus destinés à faire souffrir qu'à guérir. Alors que nous explorions la pièce, j'ai senti une présence glaciale derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu l'esprit d'un patient, le corps mutilé et les yeux pleins de douleur. Il ne parlait pas, mais son expression en disait long. Nous étions au centre d'un cauchemar, créé par des expériences qui violaient les lois de la vie et de la mort. Le patient a levé la main, désignant un coin de la pièce. Là, nous avons trouvé un carnet qui semblait être le journal intime du docteur Albert. Ce journal contenait des notes troublantes sur ses tentatives de défier la mort et de contrôler les morts. Il pensait qu'en maîtrisant ses pouvoirs, il pourrait transcender l'humanité et devenir quelque chose de plus. Chaque page du journal révélait la profondeur de sa folie et l'horreur de ses expériences. Avec ces preuves, nous savions que nous avions ce qu'il fallait pour faire éclater la vérité. Mais nous savions aussi que notre fuite ne serait pas facile. L'hôpital était vivant et le mal qui le contrôlait ne nous laisserait pas partir si facilement. La situation s'aggravait de jour en jour. Les séances de traitement nocturne devenaient un supplice insupportable. Le docteur Albert semblait avoir intensifié les expériences, comme s'il voulait briser ce qui restait de ma santé mentale. Un soir, on m'a de nouveau emmené dans la pièce souterraine. L'atmosphère était encore plus froide et plus sombre qu'auparavant. Les ténèbres semblaient plus denses, presque palpables. Au cours de cette séance, quelque chose de différent s'est produit. Le docteur Albert a commencé à effectuer des rituels que je n'avais jamais vus auparavant. Il marmonnait des mots dans une langue étrange, tandis que des symboles brillaient sur les murs. J'ai senti une énergie sombre m'entourer, serrant ma poitrine et rendant ma respiration difficile. Les visions que j'ai eues étaient les plus horribles à ce jour. Les corps de patients torturés, leurs cris résonnant dans mon esprit. Les esprits des patients morts ont commencé à se manifester physiquement dans la pièce. Ce n'étaient plus seulement des visions. Maintenant, ils étaient là, devant moi, avec leur corps mutilé et leur visage contorsionné par la douleur. Ils se sont rapprochés, essayant de me toucher, leurs mains glacées brûlant ma peau. Une terreur absolue s'emparait de moi. Et tout ce que je voulais, c'était m'échapper de cette pièce infernale. Lorsque la séance s'est enfin terminée, on m'a ramené dans ma chambre, mais le supplice n'a pas cessé. Les visions continuaient, même lorsque j'étais réveillé. Les esprits me suivaient dans les couloirs, murmurant des choses incompréhensibles, mais pleines de désespoir. J'étais au bord de la folie, me sentant de plus en plus prisonnière du cauchemar de l'hôpital Sainte-Isabelle. Marianne était désespérée. Elle m'a raconté qu'elle avait vu le docteur Albert pratiquer des rituels similaires sur d'autres patients et que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais été revus. La peur se lisait dans ses yeux, mais elle refusait d'abandonner.
Nous savions que nous devions agir vite, sinon la prochaine personne disparue serait moi. Une nuit, Marianne et moi avons décidé d'essayer de nous échapper. Nous avons soigneusement planifié chaque étape. Nous avons attendu que l'hôpital soit le plus silencieux possible, les cris des patients s'estompant au loin. Nous avons quitté ma chambre et commencé à marcher dans les couloirs en essayant de ne pas faire de bruit. Mais l'hôpital semblait vivant. Les ombres dans les couloirs bougeaient étrangement, presque comme si elles nous observaient. À chaque pas, nous sentions une présence ombreuse qui nous suivait, les yeux invisibles du docteur Albert qui nous observait. Nous avons atteint la sortie du souterrain où nous pensions pouvoir nous échapper. Mais lorsque nous y sommes arrivés, la porte était bloquée. Désespérés, nous avons cherché une autre issue, mais il semblait que l'hôpital connaissait nos plans. Nous avons couru dans les couloirs, mais toutes les sorties étaient verrouillées. Les ombres semblaient nous entourer, et les esprits des patients morts devenaient plus agressifs, leurs apparitions plus fréquentes et plus inquiétantes. Chaque pas semblait nous enfoncer un peu plus dans le cauchemar, et l'espoir de nous échapper s'évanouissait. L'horreur des séances nocturnes et la présence constante des esprits nous laissaient dans un état de panique permanent. Je savais que nous devions trouver une solution rapidement, mais à chaque tentative d'évasion, l'hôpital semblait nous ramener en arrière, comme un piège sans issue. Marianne et moi étions déterminés à réessayer. Après notre première tentative ratée, nous savions que l'hôpital était au courant de nos mouvements, mais nous ne pouvions pas abandonner. Nous devions être plus prudentes, plus rapides. Nous avons planifié une nouvelle évasion, cette fois avec encore plus d'attention aux détails. Nous avons attendu que l'hôpital soit plongé dans l'obscurité de l'aube. Nous avons quitté nos chambres et nous sommes déplacés en silence dans les couloirs. Chaque pas était une bataille contre la peur et la paranoïa. Nous sentions les yeux invisibles du docteur Albert nous observer, comme s'il était partout. Les ombres semblaient nous suivre, glissant sur les murs et le sol, augmentant notre sentiment de désespoir. À chaque couloir que nous traversions, le sentiment d'être observé s'intensifiait. Les cris et les murmures des autres patients se mêlaient au chuchotement des esprits des morts. La tension était palpable et mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point d'exploser. Marianne me tenait la main, essayant de me donner un peu de courage, mais je pouvais lire la peur dans ses yeux. Alors que nous nous approchions de l'une des sorties de secours, nos cœurs étaient remplis d'un fragile espoir. Mais comme la dernière fois, nous avons trouvé la porte verrouillée. Nous n'arrivions pas à croire que nous étions à nouveau pris au piège. Nous avons essayé de forcer la porte, mais il semblait que tout l'hôpital conspirait pour nous garder à l'intérieur. Nous avons entendu des pas s'approcher et des voix chuchotantes se rapprocher de plus en plus. Au milieu de notre désespoir, nous avons trouvé une petite fenêtre au bout du couloir. C'était notre dernière chance. Nous avons commencé à essayer de l'ouvrir, mais elle était bloquée. Alors que nous nous débattions avec la fenêtre, les ombres autour de nous sont devenues plus denses, presque palpables. Nous pouvions sentir une présence maléfique s'approcher. Dans un dernier effort, nous avons réussi à ouvrir la fenêtre suffisamment pour que je puisse passer. Marianne m'a aidé à me lever et j'étais bientôt dehors, sentant l'air froid de la nuit. Alors que j'aidais Marianne à sortir, j'ai entendu un cri qui m'a glacé le sang. Je me suis retourné et j'ai vu l'esprit d'un patient décédé, les yeux pleins de désespoir, qui essayait de nous rejoindre. Il semblait nous supplier de l'aider, mais nous n'avions pas le temps. J'ai réussi à sortir Marianne et nous nous sommes enfuis de l'hôpital en courant, sans nous retourner. Alors que nous courions dans l'obscurité, nous pouvions entendre les cris et les chuchotements diminuer, mais la terreur restait en nous. Nous sentions que d'une manière ou d'une autre, nous étions toujours suivis. Finalement, nous avons atteint une zone plus sûre de la ville. Mais la peur ne nous a pas quittés. Le sentiment que quelque chose nous observait continuait à nous hanter.
Marianne et moi savions que nous ne pouvions pas simplement oublier ce qui s'était passé à l'hôpital Sainte-Isabelle. Nous devions raconter notre histoire, exposer les horreurs que nous avions vécues et essayer d'empêcher d'autres personnes de subir le même sort. Mais pour l'instant, la seule chose que nous pouvions faire était d'essayer de survivre et de rester à l'écart des ombres qui semblaient encore nous hanter. Après avoir réussi à nous échapper de l'hôpital, Marianne et moi nous sommes cachés dans un petit motel à proximité. Nous avions besoin d'un endroit pour réfléchir et décider de nos prochaines étapes. Nous tremblions encore, et la terreur des dernières semaines semblait nous suivre comme une ombre persistante. Cette nuit-là, alors que nous essayions de nous reposer, Marianne a fait une découverte troublante. Elle avait apporté avec elle le journal du docteur Albert, que nous avions trouvé dans le laboratoire secret. Nous avons décidé de le lire plus attentivement, dans l'espoir d'y trouver quelque chose qui nous aiderait à tout comprendre. Ce que nous avons trouvé était encore plus choquant que tout ce que nous avions vu. Le journal révélait que le docteur Albert était mort depuis des années, mais que son esprit continuait à mener les expériences. Il avait trouvé un moyen de se relier à l'hôpital, gardant sa conscience en vie, même après la mort. Son obsession à défier la mort et à contrôler les morts avait transcendé la barrière entre le monde des vivants et celui des morts. À chaque page lue, la vérité devenait plus claire et plus terrifiante. Le docteur Albert était devenu quelque chose de plus qu'humain, un être qui existait entre les deux mondes, utilisant l'hôpital comme son domaine. Les esprits des patients morts étaient ses victimes, piégés éternellement dans son cauchemar. Pendant que nous lisions, j'ai commencé à sentir une présence glaciale dans la pièce. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des ombres se déplacer le long des murs. Je savais que ce n'était pas une hallucination. Le docteur Albert nous observait, même à distance. Marianne et moi avons essayé d'ignorer la sensation, mais la présence est devenue plus forte, presque suffocante. Puis, il s'est passé quelque chose qui a fait s'arrêter mon cœur. J'ai eu une vision du docteur Albert lui-même, son visage pâle et déformé par la mort, me regardant directement. Il ne disait rien, mais son regard suffisait à me remplir d'une terreur absolue. La vision n'a duré que quelques secondes, mais c'était suffisant pour comprendre qu'il savait où nous étions. Marianne et moi savions que nous n'étions pas en sécurité. Nous devions sortir de là, mais il n'y avait nulle part où aller. L'esprit du docteur Albert était connecté à l'hôpital et avait réussi à nous atteindre. La révélation qu'il était mort depuis des années et qu'il contrôlait encore tout a été dévastatrice. La présence du docteur Albert s'est renforcée et les visions se sont intensifiées. Nous avons vu les esprits des patients morts autour de nous, leurs mains tendues, leurs yeux pleins de désespoir. C'était comme s'ils voulaient nous montrer quelque chose, nous avertir de ce qui allait arriver. C'est alors que j'ai eu la vision la plus claire et la plus troublante de toutes. J'ai vu mon propre corps dans la salle d'expérimentation, manipulé par l'esprit du docteur Albert. J'ai ressenti chaque coupure, chaque douleur, comme si elles étaient réelles. Je me suis réveillé en hurlant, avec l'impression qu'on m'arrachait l'âme de mon corps. Marianne a essayé de me calmer, mais je savais que le temps était compté. Nous devions faire quelque chose avant que le docteur Albert ne nous capture pour de bon. Chaque minute qui passait, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts devenait plus floue. Nous étions piégés dans un cauchemar dont nous ne pouvions pas nous réveiller. Je me suis réveillé d'un de mes pires cauchemars en sueur froide et à bout de souffle. Marianne était à côté de moi, essayant de me calmer, mais je pouvais lire la peur dans ses yeux. Nous savions que nous étions en train de courir contre le temps. Chaque minute qui passait nous rapprochait de l'influence du docteur Albert. Les révélations du journal étant encore fraîches dans nos esprits, nous avons réalisé que nous échapper physiquement de l'hôpital ne suffirait pas. Nous devions trouver un moyen de couper le lien entre le docteur Albert et le monde des vivants. Mais comment faire face à un esprit aussi puissant ? Notre dernière tentative a été de retourner à l'hôpital, un acte désespéré mais nécessaire. Nous pensions que le seul moyen d'arrêter le docteur Albert
était de détruire les objets qu'il utilisait dans ses rituels. Nous savions que nous prenions un risque, mais il n'y avait pas d'autre option. De retour à l'hôpital, nous nous sommes faufilés dans les couloirs sombres, l'atmosphère étant encore plus oppressante qu'auparavant. Le sentiment d'être observé était constant, mais nous n'avions pas le temps d'hésiter. Nous avons atteint la pièce secrète où se déroulaient les rituels. L'endroit était rempli d'objets étranges et de symboles anciens. Marianne et moi avons commencé à détruire tout ce que nous trouvions, jarres, amulettes, vieux livres. Chaque objet brisé semblait libérer une énergie sombre et nous pouvions entendre les cris lointains d'esprits dérangés. Mais cela ne nous a pas arrêtés. Nous avons continué, déterminés à mettre fin à la source du pouvoir du docteur Albert. Au milieu de la destruction, j'ai senti une présence glacée derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu l'esprit du docteur Albert, le visage déformé par la haine. Il s'est avancé vers nous, mais avant qu'il ne puisse nous atteindre, Marianne a trouvé un vieux livre, manifestement plus important que les autres. Il portait des symboles complexes sur la couverture et dégageait une énergie sombre. Marianne a commencé à déchirer les pages du livre. Chaque page détruite semblait affaiblir la présence du docteur Albert. Il cria, un son inhumain qui résonna dans tout l'hôpital. L'esprit s'est tortillé. Et pendant un instant, j'ai cru que nous allions y arriver. Mais quelque chose s'est produit. L'hôpital s'est mis à trembler. Les murs semblaient pulser d'une énergie maléfique. Les esprits des patients morts sont apparus autour de nous, leurs visages exprimant à la fois la douleur et la gratitude. Ils ont commencé à s'approcher du docteur Albert, comme s'ils voulaient aller l'emmener avec eux. Sa forme a commencé à s'estomper, criant à l'agonie alors qu'il était entraîné par les esprits. Avec un dernier cri, le docteur Albert a disparu et l'hôpital est devenu silencieux. Marianne et moi étions épuisés, mais nous savions que nous avions réussi. Nous avions détruit le lien qui unissait le docteur Albert à l'hôpital. Mais alors que nous quittions la chambre, quelque chose en moi savait que le cauchemar n'était pas encore terminé. Lorsque nous avons finalement quitté l'hôpital, le sentiment de soulagement a été momentané. L'air semblait plus léger, mais l'obscurité qui régnait en moi demeurait. Je savais que, d'une manière ou d'une autre, la présence du docteur Albert me suivait toujours. Nous ne pouvions pas reprendre une vie normale. La terreur que nous avions vécue avait laissé des traces permanentes en nous. Marianne et moi nous sommes séparés peu après, incapables de faire face aux horreurs que nous avions partagées. Chacun de nous a essayé de reconstruire sa vie, mais les ombres du passé ne nous ont jamais quittés. L'histoire de l'hôpital Sainte-Isabelle est devenue une cicatrice sur nos âmes, un rappel constant que certaines terreurs ne disparaissent jamais complètement. Et c'est ainsi que les ténèbres ont continué à nous hanter, comme un sombre écho de ce que nous avons vécu dans cet hôpital maudit.